La justice contemporaine semble-t-elle parfois clémente? Comparée aux peines sévères infligées au XVIe siècle, les châtiments modernes comme les travaux d'intérêt général ou la prison sont doux. Au XVIe siècle, la punition ne visait pas seulement à enseigner une leçon. Elle visait à laisser un souvenir impérissable pour tous, souvent gravé au plus profond de leur mémoire par des cris obsédants. Le XVIe siècle a repris l'expression « commettez le crime si vous ne pouvez pas purger la peine » et a remplacé la peine par une torture inimaginable qui aurait fait pleurer vos ancêtres. Ces châtiments n'étaient donc pas des exécutions rapides et silencieuses. Il s'agissait plutôt de spectacles publics d'agonie, destinés non seulement à punir les coupables, mais aussi à effrayer les innocents. Et si vous pensiez pouvoir endurer de telles épreuves en préservant votre dignité, détrompez-vous. Le simple fait de parcourir la liste macabre des châtiments du XVIe siècle brisait votre corps, votre esprit et même votre volonté de vivre. Imaginez-vous debout sur la place du village au milieu des autres villageois soumis à l'humiliation publique au pilori. À première vue, cela ressemble à une simple structure en bois avec des ouvertures pour la tête et les mains. Mais il ne s'agissait pas d'un photomaton moderne. Enfermé, vous y étiez laissé pendant de longues périodes, parfois même des jours, complètement exposé. Le véritable châtiment n'était pas le bois, mais la foule. On vous lançait de la nourriture avariée, des pierres, et dans certains cas, des choses bien pires. Des témoignages historiques suggèrent que des charbons ardents, des animaux morts et même des excréments humains étaient utilisés contre les prisonniers. Si vous succombiez à l'évanouissement, aucune pitié n'était accordée. Si vous imploriez pardon, la foule devenait encore plus bruyante. À votre libération, si vous aviez survécu, vous restiez meurtri, brisé et humilié à vie. Le pilori n'avait pas pour but de tuer sur le champ. Il visait plutôt à ruiner votre réputation. Dans une société où l'honneur était synonyme de survie, c'était souvent plus terrible que la mort. Mais l'humiliation ne suffisait pas toujours. Pour les voleurs et les menteurs, une autre forme courante de punition était la marque au fer rouge. Au XVIe siècle, les autorités marquèrent les condamnés avec des fers ardents en forme de lettres, marquant leur peau comme une trace indélébile. F pour faussaire ou T pour voleur. Vivre avec cet emblème flamboyant était un rappel constant de ces méfaits et la stigmatisation vous suivait partout. L'erreur était interdite. La peine n'était pas simplement purgée, mais gravée sur votre corps, témoignage immuable de votre crime. Le marquage au fer rouge comportait un risque élevé d'infection en raison du manque d'antibiotiques et de soins médicaux appropriés. Certains malheureux ne survivaient pas à cette épreuve, non pas à cause de la brûlure elle-même, mais de la plaie infectée qu'elle causait. Pour accentuer la sévérité, les exécutions de cette époque visaient plus que simplement ôter la vie. Elles cherchaient à transmettre un message brutal et inoubliable par des méthodes telles que la pendaison, l'écartèlement et l'écartelement, châtiment ultime pour trahison en Angleterre, qui n'était pas un acte isolé, mais une longue série de tourments. Au début, on vous tirait de force sur un traîneau à travers les rues de la ville en direction du lieu d'exécution. La dignité semblait superflue pendant cette exécution. Ensuite, on vous pendait, pas assez longtemps pour mettre fin à vos jours instantanément, mais juste assez pour vous étouffer, avoir des spasmes et vous faire frémir. Avant que vous ne puissiez mourir, on vous descendait. Encore vivant, on vous ouvrait l'abdomen, on vous arrachait souvent les intestins et parfois même on les brûlait en votre présence. Finalement, lorsqu'on jugeait que vous aviez suffisamment souffert, on vous décapitait et on divisait votre corps en 4, envoyant chaque morceau dans des régions distinctes du royaume, comme un souvenir sinistre. Gardez à l'esprit qu'il s'agissait d'un procédé légal et non d'une anomalie. Pour les crimes moins graves, il existait encore de nombreuses façons de vous faire regretter votre naissance. Une méthode particulièrement horrible était la roue brisée, parfois appelée roue de Catherine. Imaginez-vous attaché à une roue colossale tandis qu'un bourreau vous frappait impitoyablement les bras et les jambes avec un énorme maillet de fer, non pas une, mais de nombreuses fois, fracturant les os à divers endroits. Vos membres étaient ensuite passés entre les rayons de la roue, tel un grotesque bretzel humain, vous laissant expirer lentement sous le soleil, au milieu des oiseaux et des huées de la foule. Le rythme de la mort, variant de quelques heures à quelques jours, dépendait de l'humeur du bourreau. Ce spectacle macabre pouvait mettre en scène des individus endurant la roue jusqu'à 3 jours, perdant connaissance. Leur corps était défiguré au point d'être méconnaissable, et si vous considériez le waterboarding comme barbare, attendez d'apprendre l'histoire du supplice de l'eau du XVIe siècle. L'une des méthodes consistait à forcer les prisonniers à ingérer d'énormes quantités d'eau bien au-delà du seuil de la douleur. L'abdomen se distendait, les côtes saillaient et la respiration devenait quasiment impossible. Parfois, les individus étaient gavés de force avec des entonnoirs remplis d'eau, ce qui leur causait des convulsions répétées, des étouffements et de violents vomissements. Le but n'était pas une mort immédiate,
mais plutôt de repousser les limites de la douleur que le corps humain pouvait supporter avant de se rendre. Outre l'eau, d'autres liquides étaient utilisés comme instrument de torture. Dans certaines régions, l'ébullition était légalisée comme méthode d'exécution. Sous le règne d'Henri VIII, en Angleterre, au XVIe siècle, les empoisonneurs condamnés pouvaient être punis par l'ébullition vive. Des témoins décrivent les condamnés jetés dans d'énormes chaudrons remplis d'eau bouillante ou d'huile, leurs cris résonnant tandis que leur peau se boursouflait et pelait. Dans certains cas, la torture était prolongée en abaissant progressivement les chaudrons. Le plus effrayant est que les gens assistèrent avec enthousiasme à ces spectacles. Non par peur, mais pour le plaisir, ils y amenaient même leurs enfants. Une excursion en famille pour observer un homme transformé en bouillon. Toutes les peines n'entrèrent pas dans la mort, mais la survie laissait souvent des traces durables. Prenons l'exemple de la bride du Skald, aussi appelée branque, un dispositif métallique fixé sur la tête, muni d'une plaque à pointe enfoncée dans la bouche et conçu pour écraser la langue. Principalement utilisé contre les femmes accusées de commérage, de harcèlement ou de troubles à l'ordre public, une fois attachée, la parole était impossible et le simple fait de bouger la mâchoire provoquait des douleurs auto-infligées. Certaines variantes incluaient des cloches, garantissant un spectacle public. Le message était sans équivoque. Le silence n'était pas seulement d'or, il était obligatoire, imposé par l'acier et le sang. Et puis il y avait le feu. Le feu a longtemps été la plus ancienne peur de l'humanité. Au XVIe siècle, il devint le théâtre du châtiment le plus public. Le bûcher était une punition infligée aux hérétiques, aux sorcières et à ceux qui osaient défier l'Église. Les victimes étaient attachées à des poteaux de bois, entourés de tas de bois secs. Parfois, les bourreaux allumaient le feu près d'eux, provoquant un brasier rapide et suffocant. D'autres fois, ils disposaient le bois à distance, laissant les flammes monter progressivement, tourmentant et cuisant lentement la victime centimètre par centimètre. On trouve également des récits d'exécution où du bois humide était intentionnellement utilisé pour prolonger l'agonie et la fumée. Pour les spectateurs, c'était un divertissement. Pour les condamnés, c'était un avant-goût de l'enfer sur terre. Pourtant, le feu n'était pas le seul outil utilisé pour la cruauté. Parlons du fer. La chaise de fer était un instrument né des cauchemars. Une chaise en métal massif ornée de nombreuses pointes acérées. Les prisonniers étaient déshabillés, attachés et forcés à s'y asseoir, les pointes pénétrant leur chair à chaque mouvement. Parfois, la chaise était chauffée par en dessous, la transformant en un trône brûlant d'agonie. Imaginez l'immense sentiment d'impuissance, immobile tandis que votre chair brûlait contre le métal flamboyant, conscient que le moindre mouvement exacerbait les perforations déjà douloureuses. Les captifs laissaient souvent leurs victimes endurer des heures durant, leur corps fusionnant avec le fer. La chaise servait non seulement à les tourmenter, mais aussi à transformer un humain en une macabre pièce de chair vivante. Et puis, il y avait l'écorchage. Oui, exactement ce que le terme implique. Arracher la peau d'une personne vivante. Ce n'était pas qu'une légende. L'écorchage était attesté jusqu'au début de l'ère moderne, servant de châtiment pour trahison ou blasphème. Les captifs étaient immobilisés tandis que des lambeaux de peau étaient méticuleusement prélevés, en commençant par le visage pour maximiser l'horreur des spectateurs. Dans certains cas, la peau écorchée était fixée au mur en guise d'avertissement. Dans d'autres, elle était affichée aux portes des villes, annonciateur macabre de ce qui attendait ceux qui défiaient l'autorité. Sans le bouclier de sa couverture protectrice, le corps survivait rarement plus de quelques heures. La mort survenait par choc, hémorragie ou infection, mais pas rapidement. Les châtiments ne visaient pas seulement à mettre fin à la vie. Certains visaient à anéantir votre humanité tout en vous maintenant en vie. En témoignent les piloris et les poteaux de flagellation. Contrairement aux piloris, les piloris vous maintenaient assis, vous enchaînant les chevilles pendant des heures, voire des jours, vous exposant aux éléments, aux insectes et aux regards méprisants des passants. À l'intérieur du poteau de flagellation, une solide structure en bois où les criminels étaient flagellés jusqu'à ce que leur dos soit déchiré, il servait de scénario pour un spectacle public. La flagellation ne se résumait pas à quelques coups. Elle pouvait être nombreuse, jusqu'à des centaines. Le fouet était souvent orné de nœuds ou d'éléments métalliques conçus pour déchirer la peau. Ceux qui survivaient portaient des cicatrices telles des tableaux de leur châtiment, symboles ostensibles de leur déshonneur. Le tabouret de plongée transformait l'humiliation en supplice aquatique, soumettant les accusés de réprimandes, de tricherie ou de sorcellerie présumée à un spectacle macabre. Ils étaient attachés à une chaise en bois fixée à une longue perche, puis, telle une bascule torsadée, plongée à plusieurs reprises dans des rivières ou des étangs, des halètements à couper le souffle, des étouffements dans l'eau boueuse, des températures glaciales, sous les suées et les moqueries de la foule. L'objectif était de tester.
Si vous vous noyiez, vous étiez jugé innocent. Si vous flottiez, vous étiez coupable et remonté à la surface pour une nouvelle épreuve. Ce n'était pas seulement une punition, mais aussi un jeu public et mortel dont les règles truquées garantissaient la défaite. Et si l'on pensait que les rats n'étaient que des nuisibles, le XVIe siècle avait des avis différents. La torture des rats était une pratique cruelle documentée dans toute l'Europe. Une cage remplie d'un rat était attachée au torse nu d'un prisonnier. Chauffer une extrémité de la cage forçait le rat à creuser un tunnel vers le bourreau, le forçant à creuser le corps de la victime dans une tentative désespérée de s'échapper. Les griffures, les rongements et la terreur faisaient de cette méthode l'une des tortures les plus éprouvantes psychologiquement jamais inventées. Tous les cas ne visaient pas la mort. Parfois, la simple menace d'une cage à rats suffisait à briser même la plus forte détermination. De même, les décapitations étaient courantes à cette époque, mais bien que leur simplicité dissimulât leur brutalité. L'habileté du bourreau décidait de la rapidité de l'acte ou de sa durée. Une hache ou une épée tranchante pouvaient mettre fin à l'acte immédiatement. Mais si la lame était émoussée ou si le bourreau était inquiet, plusieurs coups pouvaient être nécessaires. En 1587, Marie, reine d'Écosse, est connue pour avoir connu une exécution ratée. Il aurait fallu 3 tentatives avant que sa tête ne soit complètement détachée, et même alors, le bourreau devait la relever pour révéler sa perruque qui glissait, exposant des cheveux encore attachés à son crâne. La foule recula d'horreur, mais c'était la triste réalité. Au XVIe siècle, une exécution charitable pouvait se transformer en une épreuve terrifiante. Le garrot espagnol était une forme de châtiment alliant douleur et art. À première vue, il semblait presque ordinaire, ressemblant à une chaise en bois munie d'un collier métallique autour du cou. Cependant, une fois serré, l'anneau de fer écrasait la gorge ou fracturait la colonne vertébrale. Parfois, une pointe acérée était placée à l'arrière, enfoncée dans le crâne pendant que la vis tournait. La mort pouvait être rapide si le bourreau faisait preuve de clémence, ou prolongée s'il souhaitait la savourer. Contrairement à la brûlure ou à la rupture, le garrot était relativement silencieux, une mort silencieuse et suffocante survenant devant un public muet. L'Espagne a employé cette méthode pendant des siècles, la perfectionnant à la fois comme exécution et comme spectacle. Pour les dissidents religieux, les châtiments revêtaient un symbolisme particulièrement macabre. L'ablation de la langue était fréquente pour les personnes accusées de blasphème ou d'hérésie. Les bourreaux utilisaient des pinces chauffées au rouge pour extraire ou mutiler la langue, rendant le condamné muet à jamais. Dans diverses régions, on perçait la langue avec des pointes ou on l'enfonçait dans des étaux, ce qui provoquait des saignements et des étouffements s'ils tentèrent de parler. Que l'on soit protestant ou catholique, le message sous-jacent était que les mots pouvaient être aussi dangereux que des armes et que ceux qui les prononçaient risquaient la destruction. Les fameuses vis à oreille, un dispositif apparemment inoffensif, était remarquablement efficace. Cet outil consistait en des barres de fer munies de vis qui pouvaient être serrées autour des doigts ou des orteils, les écrasant progressivement, provoquant des fractures, des arrachements d'ongles et des saignements abondants. Les victimes hurlaient non pas de mort immédiate, mais de l'attente atroce de chaque tour de vis. Cet instrument était utilisé pour extorquer des aveux et il n'était pas surprenant que les gens avouent n'importe quoi une fois leurs doigts réduits en bouillie. À une époque où la médecine légale était absente, la vis à oreille constituait une preuve suffisante. Ce qui rendait cette pratique encore plus effrayante, c'est son acceptation. Ces méthodes n'étaient pas cachées dans des cachots ou murmurées à voix basse. Elles faisaient partie de la vie quotidienne. Au XVIe siècle, les places publiques, les marchés et les cimetières servaient de scènes à des spectacles publics. Des enfants accompagnaient ces événements, des marchands vendèrent de la nourriture à proximité et des villes entières se rassemblaient pour assister à la transformation de leurs semblables en cadavres hurlants. Les autorités ne tiraient aucun plaisir de ce sadisme, mais le voyaient plutôt comme un moyen de maintenir l'ordre. Le châtiment devait être ostentatoire, inoubliable et terrifiant. La douleur servait de monnaie d'échange. Plus elle était infligée durement, plus son impact était durable. Ces tortures prenèrent de nombreuses formes. Marquage au fer rouge, bris, ébullition, brûlure, mais la fuite n'était jamais envisageable. Les cicatrices laissées, la honte ressentie et même le territoire lui-même témoignaient de ces atrocités. Le XVIe siècle ne fut pas seulement une époque d'exploration et de construction d'empires, mais aussi une époque où la cruauté était formalisée et la justice tempérée par l'ironie. Si vous pensiez que les pics, le feu et les rats étaient horribles, préparez-vous. Le XVIe siècle connaissait des châtiments si grotesques qu'ils semblaient presque incroyables, et pourtant les archives confirment leur existence. Imaginez-vous pendu par les chevilles, la tête en bas, les jambes écartées, une grande scie à bois utilisée pour couper le bois est sortie pour vous transpercer.
Les bourreaux commençaient à scier entre vos jambes, vous maintenant éveillé par la gravité, tandis que le sang vous montait à la tête. Dans certaines régions, le sciage s'arrêtait à mi-chemin, provoquant une mort lente. Dans d'autres, il se poursuivait complètement, sous les applaudissements des spectateurs. Scier était une forme de théâtre brutal, le condamné jouant le rôle du malheureux acteur principal de la pièce la plus macabre qui soit. Si cela ne vous donne pas la chair de poule, parlons du chevalet. À première vue, il semble inoffensif. Une poutre triangulaire en bois, mais son bord est loin d'être lisse. L'instrument était terriblement tranchant. Les captifs étaient contraints de se tenir en équilibre sur une fine poutre, leur corps entier appuyé sur un bord qui entaillait leur chair comme un couteau. Parfois, des poids étaient mis fixés à leurs jambes pour intensifier le supplice. Endurer une telle torture pendant des heures entraînait des déchirures à l'aine, des hémorragies internes et des douleurs indescriptibles. La mort n'était pas toujours l'issue, mais survivre signifiait une vie de mutilation. Le cheval de bois était souvent utilisé pour la discipline militaire, rappelant aux soldats que la désobéissance infligeait des souffrances bien plus grandes que n'importe quel champ de bataille. La cruauté ne s'arrêtait pas là. Les autorités utilisaient parfois la nourriture et la boisson comme armes. L'empoisonnement était utilisé dans certaines régions pour établir la culpabilité, obligeant l'accusé à consommer un produit test qui pouvait être du pain consacré ou un mélange toxique. S'il survivait sans s'étouffer ni tomber malade, il était considéré comme innocent, protégé par Dieu. Au cas où il périrait, prétendument par la volonté de Dieu, imaginez une justice non guidée par des preuves, mais par l'endurance face aux substances toxiques. La justice aveugle n'était pas sobre, elle était noyée dans la superstition. De plus, il y avait les marches pénibles. Les condamnés, les déserteurs ou les prisonniers de guerre étaient ligotés et contraints à des voyages incessants dans des conditions difficiles, privés de chaussures, de repos et de compassion. Ceux qui trébuchaient n'étaient pas secourus. Ils étaient punis par des coups, traînés ou abandonnés au bord de la route. Survivre n'était pas seulement une question de force, c'était une question de résilience face aux ampoules, aux pieds, à la déshydratation et au supplice de ne connaître aucune fin de voyage avant que le corps ne rende l'âme. À une époque où même un voyage bref était fatigant, être soumis à une marche équivalait à se condamner à marcher jusqu'à l'épuisement, mais certains châtiments tendaient vers la théâtralité. Imaginez une ancienne statue de taureau en bronze datant d'avant le XVIe siècle. Cet objet était tristement célèbre dans l'Europe moderne. Imaginez un taureau creux en bronze, enfermé à l'intérieur, le coupable, sous un feu brûlant. Sous l'effet de la chaleur du métal, le malheureux prisonnier rôtissait à mort, et des tuyaux conçus à cet effet permettaient à ses cris de sortir de la gueule du taureau, créant un bruit semblable à celui d'un animal enragé. C'était plus que la simple mort, c'était une forme brutale d'art performatif. Son utilisation réelle au XVIe siècle est controversée. Mais le fait que des récits aient encore été racontés à son sujet révèle la fascination de l'époque pour les châtiments à la frontière entre l'exécution et la représentation scénique. Au théâtre, la manière de mettre à mort était primordiale. Un bourreau compétent pouvait tuer rapidement, mais certains allaient au-delà des exigences, transformant la punition en spectacles élaborés. En Allemagne, on trouve des témoignages de bourreaux exécutant des danses chorégraphiées avant les décapitations, ridiculisant leurs victimes. D'autres prolongèrent l'action par des discours, faisant endurer la peur à la victime sous le regard amusé de la foule. La justice était lente et complexe, destinée à faire hésiter chacun avant d'enfreindre la loi. Tous les châtiments ne visaient pas à tuer, beaucoup visaient à défigurer. Les mutilations étaient fréquentes, les voleurs pouvaient perdre leurs mains, les adultères leurs oreilles ou leur nez. Les blasphémateurs avaient parfois les lèvres ou la langue marquées au fer rouge à certains endroits. Le corps devenait une démonstration publique de transgression, un témoignage durable d'un pouvoir qui pouvait vous marquer à jamais. Les mutilations n'étaient pas toujours propres. Des outils primitifs, des infections et l'absence d'anesthésie entraînaient souvent la mort ou des souffrances à vie pour les survivants, les laissant avec des membres manquants, des visages défigurés et une agonie constante. Imaginez un monde où une seule erreur pouvait vous faire perdre vos mains et où venaient ensuite des châtiments déguisés en religion. L'épreuve de l'eau n'était pas seulement la noyade. Lors des procès de sorcellerie, les suspects étaient ligotés et jetés dans des étendues d'eau comme des rivières ou des étangs. S'ils se noyaient, ils étaient considérés innocents mais morts. A l'inverse, s'ils flottaient, ils étaient jugés coupables et ensuite brûlés ou pendus. Cela représentait une perte inévitable pour l'accusé. Partout en Europe, de nombreuses personnes ont subi ce procès, leur sort étant déterminé non par les preuves, mais par la superstition. Certaines tentèrent de se lester lourdement pour couler rapidement, mais mouraient prématurément.
D'autres luttaient pour rester à flot, prouvant ainsi leur culpabilité par leur survie. Cette épreuve était manipulée dès le départ. Concernant la sorcellerie, la chaise de sorcière était un autre instrument terrifiant. C'était un siège orné de pointes et souvent immergé à plusieurs reprises dans l'eau glaciale. Les pointes transperçaient de la peau tandis que le froid sapait les forces. Bien que les interrogateurs prétendaient qu'il s'agissait simplement d'un interrogatoire, leur intention était claire, avouer ou subir les tourments jusqu'à ce que la mort leur paraisse clémente. Beaucoup ont avoué, non pas par culpabilité, mais à cause de la douleur qui empêchait le silence. Au XVIe siècle, des instruments complexes n'étaient pas toujours nécessaires pour infliger la douleur. Parfois, les outils les plus basiques pouvaient s'avérer les plus brutaux. Prenons l'exemple de la botte, une armature en bois ou en métal conçue pour enserrer une jambe. Des coins étaient enfoncés avec force entre la botte et le membre, provoquant de lentes et douloureuses fractures osseuses à chaque coup de marteau. Les cris de la victime résonnaient dans les cavités, tandis que les tibias se fracturaient et les muscles se déchiraient. Certaines bottes utilisaient même du métal chauffé pour brûler la chair à l'extérieur, tandis que les os se brisaient à l'intérieur. Ceux qui enduraient restaient définitivement immobilisés, leurs jambes irrémédiablement endommagées. La botte était plébiscitée pour sa portabilité, son efficacité et sa nature terrifiante. Elle s'avéra être un instrument idéal pour les interrogatoires. Il est désormais évident que le XVIe siècle ne se contentait pas de punir, il orchestrait le supplice. Chaque exécution, chaque torture, chaque mutilation était soigneusement mise en scène pour le plaisir du public et les spectateurs n'étaient pas horrifiés. Ils s'amusaient, les enfants riaient, les marchands vendèrent des rafraîchissements et des ballades étaient écrites sur des exécutions particulièrement poignantes. La douleur n'était pas seulement un moyen de dissuasion, elle faisait partie intégrante de leur culture. À cette époque, la frontière entre justice et brutalité semblait quasi inexistante. Les châtiments allaient de la mort à la défiguration, mais certains n'avaient qu'un seul but terrifiant, la terreur. Prenons l'exemple du démembrement public, châtiment pratiqué dans certaines régions d'Europe où les criminels pouvaient être amputés des doigts, des oreilles, voire des membres, sur la place publique. Non seulement cette épreuve était atroce, mais elle constituait une preuve immédiate de culpabilité. Le souvenir d'une telle épreuve entrait à jamais, chaque regard des passants servant de rappel. La douleur pouvait s'atténuer avec le temps, mais la honte persistait, sans compter les peines aussi particulières qu'elles se situaient à la frontière entre tourment et rituel. Dans certaines villes, des simulacres d'exécution étaient si mis en scène. Les prisonniers étaient de conduits à la potence, les yeux bandés, et on leur donnait l'impression d'une mort imminente, pour finalement voir le verdict annulé au dernier moment. Aujourd'hui, de tels actes peuvent paraître empreints de compassion, mais pour ceux qui risquaient l'exécution, la terreur d'une mort imminente pouvait laisser de profondes blessures psychologiques. Cœur battant, respiration accélérée, prières murmurées, puis silence. Survivre n'effaçait pas le souvenir d'être au bord de l'extinction. Il ne s'agissait pas seulement d'une peine spirituelle. Au XVIe siècle, l'excommunication était une annihilation sociale. On était ostracisé, rejeté par ses voisins, privé d'inhumation en terre sainte. À une époque où la foi était le fondement de la vie, être banni était perçu comme un effacement de son identité. Certains plaidaient pour des tourments physiques, car la douleur est passagère, mais l'exclusion sociale était éternelle. Étrangement, c'était pour eux une normalité acceptée. Pour nous, le XVIe siècle apparaît comme un catalogue d'horreurs avec des pointes, des scies, du feu, du fer et des humiliations. Pourtant, pour eux, il représentait l'ordre, la stabilité. Les châtiments n'étaient pas de simples menaces privées, mais formalisés par des lois, proclamés à haute voix par les héros des villes, discutés par les érudits et appliqués solennellement par les autorités. La douleur était un système planifié, la cruauté s'était structurée et la survie était considérée comme improbable. Une question subsiste. Que nous apprend tout cela sur nous-mêmes? En vérité, la pulsion de punir par la peur persiste. Nos prisons modernes sont peut-être dépourvues de chaises en fer ou de roulettes, mais l'idée de la justice comme spectacle, de la justice comme humiliation, perdure dans les gros titres, les vidéos virales et les salles d'audience publiques. Le XVIe siècle est peut-être révolu, mais l'insatiable soif de châtiment de l'humanité demeure intemporelle. Alors, imaginez-vous, à nouveau sur cette place, entouré de vos voisins, le bourreau lève son épée. La foule se penche en avant et vous comprenez qu'il n'y a aucune issue. À cet instant, prieriez-vous, crieriez-vous ou resteriez-vous silencieux, sachant que chaque seconde qui passe est sur le point de devenir l'histoire de quelqu'un d'autre? Les châtiments du XVIe siècle ne se limitaient pas à ôter la vie. Ils créaient des récits sanglants, des récits destinés à la mémoire, et aujourd'hui encore, nous en parlons. Ainsi, d'une manière macabre, ils ont réussi.
Alors, je vous le demande, laquelle de ces tortures considérez-vous comme la plus sévère? La roue, le pieu, la scie, ou peut-être le supplice incessant du marquage au fer rouge et la contrainte de vivre comme un souvenir vivant? Exprimez-vous ci-dessous car l'histoire a démontré que les débats sur la cruauté sont perpétuels.